avec une mission claire d'aider les femmes à reprendre un peu le pouvoir et à réussir à s'émanciper financièrement en lançant une activité qui les fait vibrer. Les parents c'est des fonctionnaires et gauchos, plus les riches c'est des cons et le profit c'est pas bien et le capitalisme il faut le tuer. Donc c'est facile de dire j'aime pas l'argent, j'aime pas les riches quand t'en as pas en fait quoi, tu vois. Pas de bons mois de charbon sans trouver un seul client. Ils sont en train de marquer partout, savoir dire non c'est un super pouvoir, tout ça et tout. J'arrête de donner ce conseil parce que je trouve qu'en fait c'est un conseil de sale con. Je veux voir les femmes évoluer et reprendre le pouvoir. Et c'est bon, c'est parti, ça enregistre du coup épisode avec Margot Cunego. On ne se connaît pas, on s'est parlé 2 minutes et demie juste avant et puis je me suis dit vas-y on appuie sur enregistrer et puis on apprendra à se connaître pendant l'épisode, ça va être plus simple. Exactement, je suis ravie d'être là en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Très cool. Écoute, nickel, bon, il a l'air de faire très beau chez toi, je t'avoue que nous aussi à Bordeaux il fait beau, parce que toi t'es à Dubaï, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et depuis combien de temps? J'y suis depuis 1 an et demi. Et alors, est-ce que du coup, comme tout le monde, t'es devenue une grosse fan, ambassadrice de Dubaï, genre il y a zéro défaut, que des qualités? Alors, zéro défaut, je dirais pas jusque-là. C'est pas une ville où je me vois forcément faire ma vie et même rester toute l'année. Il y a quand même des défauts, clairement. Mais, comme beaucoup, je pense que je suis tombée amoureuse de l'énergie qu'il y a ici, de la qualité du service, la qualité de vie, le soleil, les gens que tu rencontres qui te motivent. Et je pense que d'un point de vue business, il y a très peu d'endroits où tu peux te sentir aussi motivé et tiré vers le haut, quoi. Donc c'est ce que je recherche là pour les prochaines années. Donc disons que je me vois là quelques années, mais j'y vois pas faire ma vie. Ouais, parce que pareil, l'été, je crois qu'il fait en plus, il fait quand même méga chaud, c'est presque insoutenable, non? Ah mais là, on est le 10 avril, il fait genre 38 déjà. Donc ah ouais, ok. Moi j'aime bien la chaleur, là c'est un peu le seuil maximum et du coup à partir du mois de mai, je vais rentrer, je pense. Et c'est ça, en fait l'idée c'est quoi? C'est l'été en France et tout le reste de l'année à Dubaï, donc en fait tu mets jamais de manteau quoi, à part pour aller faire du ski quoi. Je n'ai plus de manteau, exactement, c'est vraiment, moi j'ai la phobie de l'hiver, la phobie de la pluie, la phobie du froid. Donc en fait dès que j'ai eu la liberté géographique, je me suis dit que je ne revivrais plus un hiver difficile quoi. Ouais, a priori tu retourneras pas à Metz, hein, parce que c'est ça, tu viens de là-bas toi. Ah oui, je viens de là-bas, il y a vraiment aucun monde où je retournerai à Metz dans ma vie. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est ça, vraiment. Mais bon, les Messins, et on dit quoi? On dit pas les Mécènes, du coup. On dit les Messines. Les Messins et les Messines, du coup, quand même, on les embrasse. Ah oui, bien sûr, on vous embrasse. Mais voilà, très peu pour moi, en tout cas, dire tourner. Eh ben écoute, pareil, moi qui viens de Champagne-Ardenne, pareil, très peu pour moi, d'y retourner. Bon, je vais pas être aussi loin que toi, moi j'ai juste fait la diagonale, je suis passé du nord-est au sud-ouest. Mais écoute, on a un petit peu divagué. Margot, ce que je vais te proposer, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, même si quand même tu as une très grosse audience sur les réseaux, il y a peut-être des gens qui écoutent Je fais la radio qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? Puis après, je sais pas encore de quoi on va parler, hein, parce que évidemment, je ne travaille pas les podcasts parce que je veux que ça reste authentique ou quoi. Okay. Bon, en vrai, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai la flemme. Mais en vrai, on va voir où ça va nous mener tout ça. Trop bien, trop bien. Et bah du coup, moi, je m'appelle Margot, donc j'ai 25 ans. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Avec une mission claire à peu près dès le départ, c'était d'aider les femmes à reprendre un peu le pouvoir et à réussir à s'émanciper financièrement en lançant une activité qui les fait vibrer, qui les fait kiffer et qui leur permette de devenir indépendantes et de vivre une vie qui les fait kiffer quoi. Et donc j'ai créé mon programme, mon unique programme il y a 3 ans qui s'appelle Boost Ton Biz et on accompagne près de 3000 femmes aujourd'hui à lancer et développer leur activité. Voilà. Et donc c'est quoi le produit? C'est un accompagnement, c'est une formation, c'est hybride, c'est un mix, c'est quoi en fait? Alors il y a une grosse partie formation. Dans chaque module, il y a des exercices, des workbooks que tu fais corriger par tes coachs et ensuite tu as un accompagnement individuel. En gros, tu as une coach qui est à ta disposition, à qui tu peux envoyer des messages quand on a besoin, du lundi au vendredi. Et à côté de ça, on fait beaucoup de live aussi. Moi, j'en fais 3 fois par semaine. Et on a aussi un 4e, voire même des fois un 5e live par des experts, Instagram, LinkedIn, réseaux sociaux principalement. Donc en fait, c'est tout un écosystème. On fait aussi des événements en présentiel à peu près 4-5 fois dans l'année. Et voilà, en gros, c'est ça. Et puis c'est aussi principalement une grosse communauté. Je me suis vite rendu compte que pour réussir dans l'entrepreneuriat, être entouré c'est bien, mais être entouré de femmes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et qui connectent vraiment entre elles, c'est encore plus puissant. Et du coup, j'ai toujours mis la communauté au cœur de mon programme, et ce qui fait que c'est vraiment une communauté vraiment soudée, pas juste des femmes qui sont regroupées dans un programme, mais des femmes qui créent des liens, qui se tirent vers le haut, qui s'entraident. Meilleure façon de réussir, je pense, dans l'entrepreneuriat.
Voilà. Et donc, c'est que pour les femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui suivent l'accompagnement ou pas? Alors oui, il y en a quelques-uns. J'en parlais d'ailleurs justement dans un autre épisode que j'avais fait où on me demandait si je refusais les hommes. Alors je ne refuse absolument pas les hommes, je me permettrai pas. Et dans le sens inverse, C'est très sexiste, hein. Oui, mais je trouverais ça aberrant qu'un homme dise je refuse une femme parce que c'est une femme. Donc je ne le fais absolument pas dans le sens inverse. Cependant, j'ai une communication qui est ultra axée sur les femmes parce que c'est ça ma vraie mission. Et donc c'est même dans ta baseline. Donc, ça. Naturellement, tu as 99% de mes clientes qui sont des femmes, mais il y a quelques hommes dans la formation quand même. Et est-ce que, alors, je connais la réponse parce que j'ai quand même écouté quelques contenus avec toi. Je sais que tu n'es pas tombé non plus dans l'entrepreneuriat 100% par hasard parce que c'est quelque chose que tu avais sûrement en toi depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire que toi, tu es un peu comme l'exemple type, tu sais, un peu de ce phénomène qu'on appelle le community-led growth. Et c'est que toi, c'est parce que tu as créé une communauté que tu t'es dit, bah, franchement, maintenant que j'ai cette communauté, bah, comment en fait je vais, alors la monétiser, c'est un peu vulgaire de dire ça comme ça, mais Oui. comment je vais en fait créer en fait un business autour de cet asset qui est la communauté? Complètement. En gros, moi, comme je me suis lancée, c'était, j'ai pas envie de reprendre mes études de droit. Ça m'a saoulée, j'ai envie de faire un truc en ligne, j'ai aucune idée de quoi faire. Je sais que j'aime bien les réseaux, j'aime bien le marketing, j'aime beaucoup le marketing, et donc je vais créer un compte Instagram où je vais parler de marketing et je vais me former et en même temps apprendre transmettre ce que j'apprends dans ma formation. Et puis ensuite, advienne que pourra. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ok, je peux vendre de la prestation de community management. Et puis ensuite, je peux accompagner les femmes sur leurs réseaux sociaux. Et puis ensuite, les accompagner sur leur business. Mais j'ai commencé par créer ma communauté et mon compte Instagram avant de me lancer. Par contre, on parle de communauté, il y avait genre 300 personnes, tu vois. Mais en fait, j'ai... Ah ouais, donc quand tu as commencé à vendre quelque chose, il y avait 300 abonnés, quoi. Oui, oui. Et même ma première année où j'ai dépassé 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, j'avais même pas 500 abonnés. Donc c'est parce qu'en fait, j'ai directement eu un lien ultra fort avec mes abonnés parce que de base, je pense que j'ai un peu ça naturellement de vouloir connecter, créer des liens, discuter, échanger. Et donc j'ai énormément tissé de liens dès le départ et c'est aussi ça qui m'a permis de me développer ensuite, quoi. Ah oui, c'était donc pas que des abonnés, c'était des hardcore fans directement en fait, quoi. Bah oui, enfin en gros vu que j'ai toujours dès le départ partagé énormément de moi, ma vie, ma vision, mon parcours, mes difficultés, mes galères, mon histoire, il y a eu directement un lien fort qui s'est créé. Alors enfin en plus de ça, je passais énormément de temps à leur parler par message privé. Et donc le combo des deux fait que on a directement créé des liens hyper forts et ça a continué là même 4 ans plus tard, quoi. Donc en fait là tu vois pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être parce que l'idée c'est un peu de construire un peu le playbook de tout au long de l'épisode de ce que tu as bien fait et pour reprendre un peu ce qui peut être du coup réactivable. En fait ça c'est quand même, je trouve c'est un super learning et ça on le lit de temps en temps, mais en fait les gens en fait ils comprennent pas que en fait quand t'es entrepreneur, tu sais 80% de ce que tu fais, tu sais c'est do things that don't scale, c'est-à-dire en fait c'est de faire des choses en fait, qui ne sont pas automatisables, que tu ne peux pas scaler. Et comme en fait, le truc hyper chronophage, d'aller répondre à tous les commentaires, d'aller écrire aux gens qui utilisent ton produit, les gens qui te suivent, leur envoyer un petit message, leur répondre dans l'heure, répondre à leurs questions ou quoi. Ça, c'est toutes ces petites choses, mais qui mis bout à bout sont hyper chronophages et qui prennent beaucoup de temps. Mais c'est ça, en fait, l'une des clés en fait, d'un succès, quoi. Et c'est vrai que en fait, très souvent, quand je suis même avec mes clientes, tu vois, et qu'elles galèrent à développer leur business, je leur dis, mais peut-être une question très simple, mais combien de temps tu passes quotidiennement à parler avec ta cible? Combien de temps tu passes à parler avec tes prospects? Combien de temps tu passes à discuter avec eux, à apprendre à les connaître, à connaître leurs peurs, leurs difficultés, leurs problèmes, leurs espoirs, leurs rêves? Et très souvent, les gens qui galèrent à développer leur business ne passent pas assez de temps au quotidien vraiment à échanger avec le cœur de leur cible. Et moi, c'est ce que j'ai fait, mais sans même le savoir au départ, parce que j'avais pas cette intention de vendre, donc c'était plus en mode, j'ai juste envie de discuter. Mais en fait, avec le recul, c'est ce qui me permet de me développer. Et tu vois, même aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, je fais encore 3 lives par semaine avec mes clientes. Donc même là, on est quasiment 3000. En fait, je reste au contact de ces clientes-là 3 heures par semaine à répondre à leurs questions, à discuter avec elles. Je leur parle sur Instagram. Et donc, je les connais. Après 4 ans, je les connais, mais par cœur, comme si je les avais faites littéralement. Et donc forcément, ton marketing, il est beaucoup plus simple et tu sais beaucoup plus facilement quelle offre proposer, comment améliorer ton programme, comment créer l'offre dont elles ont besoin précisément, parce que tu les connais par cœur. Par contre, du coup, on est d'accord, c'est que du coup, c'est du quasi c'est du quasi 7 jours sur 7, alors peut-être pas 24 sur 24, mais par contre, tu dois passer du coup un temps de fou
sur ton téléphone ou sur ton Mac en fait à échanger sur les réseaux quoi. Juste avant de lancer l'épisode, je dois te parler d'un truc qui a tout changé pour moi côté contenu. Tu connais la galère, tu fais une super vidéo, un podcast qui tue et derrière tu veux l'exploiter à fond, TikTok, LinkedIn, Insta, mais t'as ni le temps ni l'énergie pour tout monter. Et ben moi j'ai réglé ce problème avec mon outil préféré, Opus Clip. C'est un éditeur vidéo ultra smart dopé à l'IA. En gros, tu balances une vidéo longue et bim, il te sort des clips courts, propres, avec des sous-titres animés, un bon cadrage, un bon rythme. Il te nettoie tout l'audio, t'ajoute des b-rolls et t'optimise tout. Et tu peux même programmer pour poster en automatique. Du coup, le résultat, il est simple. Avec un contenu, t'as 10 formats. T'as plus besoin de choisir entre création et diffusion. Et franchement, si tu veux une Content Factory qui tourne toute seule, va voir sur le lien qui est en description. Tu peux tester Opus gratuitement. C'est vraiment le genre d'outil. Quand tu l'essaies une fois, tu l'adoptes pour de bon. Maintenant, place à l'épisode. Merci à tous. Ah, mais je pense que j'y passe encore aujourd'hui 3-4 heures par jour facile. Et 3-4 heures, en vrai, ça va. Je crois que la moyenne, c'est 4h30 des gens. Enfin, c'est un truc énorme. Ah, ouais. Enfin, ma moyenne de téléphone, c'est plus genre 8h, 9h, mais ma moyenne d'Insta, c'est 4 heures. Tu vois, WhatsApp et tout. Oui, okay, oui. Ouais, donc 8h, 9h, c'est quand même hardcore. Donc, t'es quand même. Je touche pas à mon téléphone quand je me réveille. Je me laisse 2 heures tous les matins sans toucher à mon téléphone. Mais après, 2 heures après mon réveil, jusqu'à ce que je me couche, je suis sur mon tel, quoi. Après, Ok. Ça me parle. Bon, tu vas voir, cet épisode, il est assez décousu, parce que je vais du coup passer à un tout autre sujet. Parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse aussi de savoir, en fait, à chaque fois, d'où viennent les invités, de quel milieu ou quoi. Alors, pareil, encore une fois, tu vois, j'étais mauvaise langue avec moi-même. J'ai dit que j'avais pas bossé, mais tu vois, j'ai quand même un peu bossé. Je sais même ce que font tes parents, etc. Et toi, je crois même savoir que du coup, ils sont pas du tout entrepreneurs. Ils sont même dans l'idéologie politique, ils sont même aux antipodes de l'entrepreneur. C'est des fonctionnaires, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des fonctionnaires bien gauchos. Ouais, bon, après, il peut y avoir des fonctionnaires de droite, hein, personne n'est parfait. Oui, mais vraiment, c'est mes parents. Genre, mes parents, c'est fonctionnaires et gauchos. Je dis gauchos, c'est pas du tout négatif. Enfin, genre, je rigole tout le temps de ça avec eux. Mais c'est vrai que dans l'idéologie, c'était la sécurité de la fonction publique plus les riches, c'est des cons et le profit, c'est pas bien et le capitalisme, il faut le tuer. Donc, en gros, je fais un gros raccourci, mais c'est comme ça que j'ai été élevée et du coup, je me suis construit en totale opposition avec les valeurs de ma famille, quoi. Mais tu voulais quand même être patronne, quoi. C'était quand même quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux de l'oseille et je veux être patronne. C'était vraiment, quand on me demandait à l'école primaire ce que je veux faire plus tard, c'était vraiment ma réponse. Genre, je veux être chef d'entreprise, patronne et je vais gagner plein d'argent. Ça faisait péter un câble, mes parents. Ça me disaient, mais Margot, tu sais, l'argent, c'est pas la valeur principale dans la vie et tout. Moi, j'avais vraiment 6 ans. J'étais déjà en mode, si, je serais riche plus tard. Donc, je pense que le fait qu'il soit autant à critiquer, etc., et alors que moi, dans ma vision, je me disais, je vois pas ce qui est de mal, enfin, je vois ce qu'il y a de mal avec le fait d'avoir de l'argent, c'est trop bien, ça peut permettre d'acheter plein de trucs et tout. Même dans ma vision plus jeune, je comprenais pas pourquoi ils étaient autant contre l'argent. Et je pense que ça m'a permis de me construire vraiment par opposition à eux et donc d'en être là aujourd'hui aussi, quoi. Mais tu sais que moi, pareil, quand j'étais petit, pareil, j'avais un peu la haine de l'argent ou quoi. Mais en fait, je pense que, en fait, c'est comme les gens qui disent moi, j'aime pas la violence, j'aime pas me battre. Alors qu'en fait, t'as envie de dire, mais en fait, c'est peut-être aussi parce que t'es un lâche qui sait pas se battre, en fait, tu vois. Donc en fait, c'est facile de dire, j'aime pas l'argent, j'aime pas les riches quand t'en as pas, en fait, quoi, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Et puis surtout que c'est un truc, maintenant, avec le recul, je me dis, je comprends, et c'est même presque sain que ce soit pas l'objectif principal de la plupart des gens. Pour autant, dire j'aime pas l'argent, sachant que, pour moi, l'argent, c'est ce qui t'apporte du confort, de la liberté, de la sérénité, le fait de pouvoir faire plaisir, de pouvoir offrir, de pouvoir être généreux, de pouvoir avoir de l'impact sur les autres. Ne pas aimer l'argent, pour moi, c'est vraiment relié à des croyances que t'as et effectivement, peut-être le fait de pas savoir comment en gagner, que parce que c'est vraiment quelque chose de mauvais. Enfin, en soi, l'argent, ça ne vient que faire amplifier ta personnalité et qui tu es et tes valeurs. Et à partir du moment où tu comprends que tu peux en gagner, tu changes un petit peu d'avis sur le fait que l'argent, c'est mauvais, quoi. Écoute, de toute façon, je suis sûr qu'à un moment donné dans le podcast, on va forcément en reparler. Donc, du coup, toi, comment tu te construis, j'allais dire, un peu dans cet environnement? Donc, on est à Metz, parents fonctionnaires. Je crois que toi, tu es parti de base en fac de droit, que tu as arrêté. Et ça a été quoi un petit peu le déclic de vie qui te dit... Tu sais, je te parle comme si tu avais une immense expérience, alors que je crois que tu as 25 ans, tu vois, ça fait putain un câble. Mais ça a été quoi un peu le déclic qui a fait que en fait, tu es passé de l'autre côté de la barrière, quoi?
Et donc, bah, du coup, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 3 ans de fac de droit parce qu'encore une fois, des parents, surtout ma mère, parce que mon père, je le mets toujours dans la sauce, mais c'était surtout ma mère, qui était très, très carriériste pour moi, qui voulait absolument que j'ai un travail stylé, qui soit vu de manière prestigieuse. Voilà, elle voulait que je sois avocate, en gros. Et donc, du coup, elle m'a, vu que je savais pas trop quoi faire, elle m'a dit, va en fac de droit, va en fac de droit, va en fac de droit. Donc j'ai été en fac de droit, sachant pertinemment que j'avais aucune passion pour aucun des sujets. Mais comme je voulais gagner de l'argent, je me disais bah je vais être avocate fiscaliste, comme ça bah je vais gagner plein d'argent. Donc alors que Avocate fiscaliste, quoi. Le non, truc unsexy non, woman, quoi. mais c'est ça parce que maintenant je vois le taf que fait mon fiscaliste par exemple, je me dis mais l'enfer, genre j'aurais été mais malheureuse à mourir dans ce métier vraiment. Mais donc du coup à l'époque je me disais juste bah ok je fais du droit très bien, comment je vais gagner de l'argent? Et après 3 ans, je fais un peu un mental breakdown. Je me dis non mais en fait, je peux pas rester dans un environnement que je déteste. J'aimais pas les gens avec qui j'étais. Tout le monde était matrixé par justement le droit trop stylé, les études, c'est prestigieux, machin. Et donc je me suis dit ok, je vais partir 1 an. Je prends une année sabbatique, je pars en Australie. Et je kiffe ma vie, je travaille, j'apprends l'anglais, je rencontre des gens et puis je reviens finir mes études de droit. Et en fait, en Australie, j'ai rencontré plein de digital nomades. Donc, des gens qui me disaient, ah bah non, et moi, là, je travaille, c'est mon business, j'ai 22 ans, je fais des sites internet, on me paye 3000 balles par mois, et je voyage en même temps. Et du coup, bah, ça m'a mis un peu dans le monde du business en ligne. J'ai découvert Yomi qui faisait ses premières vidéos, genre d'étudiants fauchés à millionnaires, machin, ça m'a mis dans une nouvelle dimension. Et en fait, en rentrant d'Australie, je me suis dit, bah, impossible de continuer la fac de droit, alors c'est impossible. Maintenant que je me rends compte qu'il y a ce chemin de vie-là qui existe, que j'ignorais complètement, impossible de me remettre dans ce chemin-là. Et donc, bah, je me dis justement, j'en viens à me dire, ok, j'aime bien le marketing, j'aime bien les réseaux sociaux, allez, je vais me former, je vais apprendre, puis je vais ouvrir un compte Instagram et on verra bien où ça me mène. Et donc, j'ai dit à ma mère que j'arrêtais mes études, catastrophe, drame. S'en est pas remis vraiment. Jusqu'à ce que je gagne mes premiers sous, donc 1 an plus tard, elle ne s'en est absolument pas remis. Et mais bon, j'étais focus parce que je me disais, en fait, enfin, j'ai vu des gens qui avaient mon âge qui le faisaient. Il y a pas de raison que je réussisse pas à le faire. Et puis maintenant que je connais cette vie-là, c'est impossible pour moi de retourner dans un schéma normal. Ouais. Et donc je me suis lancée comme ça et voilà, de fil en aiguille, voilà. Et en fait, comment c'est ça que toi, très vite, en fait, t'as un peu parlé d'argent sur les réseaux. En fait, bah, encore une fois, je pense que dans plusieurs buts, en fait, encore une fois, de montrer un peu la preuve que ce que tu faisais fonctionnait. Parce qu'en plus, bon, moi, le sujet de l'argent, ça fait richer. Donc, forcément, du coup, ça fait un peu gonfler à ton audience, ta communauté, etc. Comment toi t'expliques, parce que je crois que ça a très vite bien fonctionné. Alors après, je sais pas en fait à quel point au début t'as un peu faké until you make it. Oui. Enfin, tu vois, tu connais un petit peu le truc ou quoi, mais en fait, comment t'expliques que toi, ça a quand même assez bien marché, assez rapidement, parce qu'en moins d'1 an, enfin, c'est pas le cas de tout le monde, quoi, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait différemment selon toi? Ouais. Alors déjà, je pense que je suis acharnée dans mon travail. Déjà, je pense que c'est con parce que ça paraît logique, mais je pense honnêtement que j'ai travaillé peut-être 5 fois, 10 fois plus que la plupart des gens qui se lancent, parce que en fait, j'étais tellement obsédée par mon truc que en fait, je reculais devant rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du temps à se lancer parce que au départ, ils refusent de faire les vrais trucs, tu sais, qui sont très challengeants, de se montrer, de parler de son offre, d'aller prospecter, d'aller envoyer des messages, d'aller connecter, d'aller faire du réseau. Tous les trucs un petit peu challengeants, ben, on m'attend de les faire, on m'attend d'être prête. Surtout, je parle surtout, enfin, pour les femmes que j'accompagne et les gens en règle générale, en vrai. Mais on repousse parce qu'on a peur, parce que, qu'est-ce qui va se passer, si je foire, et si ça. Et moi, je sais que dès le départ, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais je le faisais. Genre, je savais pas ce que j'allais proposer, mais j'allais parler à plein de gens. Je savais pas pourquoi je créais du contenu, mais je me montrais tous les jours. Je faisais des face cam. Je savais pas, j'avais aucune connaissance de business, mais j'essayais de vendre des petites offres par-ci par-là. Et donc, j'ai vraiment, au départ, ça a marché vite parce que bon, j'ai mis quand même 4 bons mois de charbon sans trouver un seul client. Donc ça a été vite quand même parce qu'après, ça s'est développé vite. Les 4 premiers mois, il s'est rien passé. À partir du moment où j'ai vendu ma première offre, après, je suis passée vite de 2000 à 4000 à 10 000 euros par mois. Parce que je pense au préalable, pendant 6 mois, j'étais comme une malade sur mes objectifs. Et en fait, ça s'est jamais arrêté. Parce que l'année d'après, puis encore maintenant, j'ai un truc d'obsession quand j'ai un objectif qui fait que je ne m'arrête jamais et je laisse jamais aucun doute, aucune peur, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois le faire.
j'y vais à fond et en fait, je m'en fous de me prendre des murs, je m'en fous d'être ridicule, je m'en fous d'être pointé du doigt ou quoi. Juste, c'est mes objectifs avant tout, quoi. Donc, ouais, trop cool. Donc ça c'est vraiment vraiment sur la partie vraiment mindset, hein. C'est-à-dire en fait, en gros, mode balèque activé et charbon. En fait, donc déjà de toute façon, c'est vrai que t'as raison, c'est bateau parce que c'est bateau de dire ça, mais en fait, c'est pas toujours le cas de tout le monde. Et ça alors moi, je suis pas trop dans ces métiers du coup d'infoprenariat, de formation ou quoi, même si j'en ai un peu fait. Et c'est vrai que parfois, quand même, le genre de population qui est cliente de ça. En fait, ils prennent ces formations ou ces accompagnements, c'est souvent un peu en mode dernière chance. Ouais. Et en fait, quand tu parles, tu te dis, ok, je comprends en fait pourquoi ça fonctionne pas, parce qu'en fait, il y a pas ce côté en fait aller faire des choses qui sont difficiles, et en fait qui vont vraiment faire marcher ton business. Et par exemple, tu donnes 2 exemples. C'est juste en fait, c'est de prendre ses messages, de prendre son téléphone ou de se prendre ses emails et d'aller chercher les clients. Et sur la partie création de contenu, en fait, on n'avait rien à foutre de ce que disent les gens. Et en fait, balancer du contenu tous les jours, même quand ça marche pas, quoi, en fait. Mais c'est ça. Et en fait, il y a trop de gens qui passent des heures à refaire leur site internet, leur portfolio, leur logo, leur identité visuelle, leur charte graphique, leur feed. Et en fait, ils ont l'impression de travailler. Et en fait, c'est juste, ils évitent les vraies actions qu'ils doivent faire et ils le savent au fond, je pense. Enfin, moi, je dis ça, enfin, j'en parle tous les jours à mes clients, donc je sais très bien, c'est même pas, enfin, c'est pas méchant ou culpabilisant, mais c'est juste que forcément, vu que ça fait peur, on préfère faire des trucs qui sont rassurants et qui nous mettent pas trop en danger, du type faire son site dans son coin, tranquille, plutôt que d'aller à des salons, plutôt que d'aller en présentiel parler à des gens, plutôt que d'appeler des gens, d'envoyer des mails, d'envoyer des messages. Non, mais ça, franchement, mais combien de fois, tu sais, je me suis retrouvé dans une discussion avec quelqu'un qui dit, écoute, je viens de finir mon site internet qui m'a coûté 15 000 €, ça fait 3 mois. En plus, oui. Et toi, oh putain, pourquoi t'as fait ça? Oui. Dommage. Ça coûte rien. Moi, quand je me suis lancée, j'avais pas de site, j'ai dépensé aucun argent, j'avais pas de charte graphique, il y avait aucun de mes contenus qui avait aucun rapport. Mais au départ, c'est pas ça qui est important. Alors oui, après, tu te professionnalises, tu veux avoir une image plus pro, etc. Mais c'est jamais ton site internet qui va te faire gagner des clients, tu vois, jamais. Ou ton identité visuelle non plus. Et l'autre jour, je t'ai entendu dire un truc dans un podcast que j'ai beaucoup aimé. Et pareil, je pense que tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est Do Things That Don't Scale. C'est que tu disais que même si maintenant, tu peux plus dire oui à tout le monde, à tous les rendez-vous, toutes les rencontres ou quoi. Et tu vois, moi, le premier, je suis toujours en train de marquer partout. Savoir dire non, c'est un super pouvoir, tout ça et tout. Mais ça, pareil, tu vois, je trouve que c'est... j'arrête de donner ce conseil parce que je trouve qu'en fait, c'est un conseil de sale con qui est pas au début. Alors qu'en fait, au début, j'ai jamais dit non. Et en fait, au contraire, des fois, il y a plein de choses qui m'arrivent aujourd'hui parce que pendant des années, j'ai dit oui et j'ai rencontré tout le monde, en fait. Et en fait, dès que je vois quelqu'un qui m'intéresse, je vais lui dire, mais des fois, juste un bonjour, ça va, ça me ferait plaisir juste qu'on se parle, qu'on soit connecté ou quoi. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est l'une des clés. Et comme si tu le fais tous les jours, si tous les jours tu vas dire bonjour à 10 personnes, à la fin de l'année, tu as dit bonjour à 3000 personnes. Dans ces 3000 personnes, il y en a forcément qui vont devenir des amis, qui vont t'aider dans le business, qui vont t'apporter des opportunités, qui vont devenir clients, qui vont te chier à la gueule, t'en sais rien, mais bon. C'est ça. Au début, je pense que t'as pas le, comment dire, t'as pas le choix en fait que d'accepter ce que t'as et de tester plein de trucs et de parler à plein de gens et de mettre en place plein de choses. Et tu vois, même si par exemple moi je sais qu'un truc que je faisais beaucoup, personne ne me calculait, mais tu vois, dès que j'entendais un podcast ou que j'écoutais quelqu'un que j'aimais bien, j'envoyais un message à la personne. Quand j'avais 300-400 abonnés, personne ne me répondait, mais tu vois, des fois c'est arrivé que je me développe et que du coup il y a des gens qui s'intéressent un petit peu plus à ce que je fais et qui voient que j'ai envoyé un message il y a 1 an en mode putain trop cool ce que tu fais, excellent, etc. Et du coup ça crée directement une connexion, tu vois. Et même je le faisais pas au moment là pour avoir forcément un retour, je m'en foutais de pas en avoir, mais il y a plein de relations que j'ai aujourd'hui à qui j'ai parlé il y a des années et qui m'ont pas forcément calculé au départ, mais maintenant avec le recul ils disent putain trop cool, tu m'avais envoyé un message à ce moment là. Et forcément en fait les petites graines que tu mets partout elles finissent par germer entre guillemets, mais en fait je pense qu'il faut pas le faire avec trop d'attente en retour, c'est à dire que tu vas pas aller parler avec des gens tous les jours en attendant que tout le monde te réponde, mais tu sais que tu le fais un peu tous les jours et qu'il y a un moment où ça va prendre. T'as raison en fait, et ça c'est vrai que si c'est 100% intéressé, ça fonctionne pas, et puis même le karma il te le rendra pas. Alors qu'en fait, en effet, juste envoyer un message à quelqu'un, dire je t'ai entendu dans un podcast, franchement j'ai trop kiffé, merci. Tu vois, par exemple, moi des fois ça m'arrive qu'il y a quelqu'un qui m'écrive. Alors moi, franchement, même quand c'est... franchement, je lis tous les messages. Je ne vais pas tout le temps répondre si je vois qu'il n'y a pas d'intérêt à répondre. Mais des fois, c'est marrant, tu vois, que même moi, j'ai envie d'aller écrire à quelqu'un.
Et je vois que cette personne m'avait écrit genre 2 ans avant. Je vais, ah, mais putain. Et des fois, je vois que j'avais pas répondu. Donc, déjà, je me dis, ah, mais tu vois, cette personne s'était intéressée à moi. Là, c'est moi qui m'intéresse à elle. Bon, vas-y, maintenant, il faut qu'on connecte, il faut qu'on fasse un truc. Et en vrai, c'est comme ça que tu te crées un réseau. Et en ce moment, pareil, je vais enfoncer des portes ouvertes en disant que le réseau, c'est un asset de dingo, quoi, tu vois. Bien sûr. Et en fait, il y a aussi une énorme croyance à ce niveau-là et qu'il est important de déconstruire, c'est de penser, enfin, qu'il faut être ultra extraverti et ultra à l'aise socialement pour se créer un réseau. Genre moi, là de base, maintenant j'ai plus de mal à faire des podcasts, à parler à des gens, etc. Parce que l'entrepreneuriat, ça m'a énormément fait gagner en confiance, en estime de moi-même, etc. Mais de base, la Margot collège, lycée, fac, elle est ultra timide, elle parle pas quand elle est dans un groupe, elle fait de l'anxiété sociale dès qu'elle revient d'une soirée, elle se refait toute la scène de qu'est-ce que j'ai dit, oh là j'ai été ridicule, oh non j'ai dit ça, oh l'enfer, etc. Je pars pas du tout d'un point où je suis à l'aise socialement de base. Mais en fait, c'est comme pour tout. Genre, au bout d'un moment, t'as des objectifs tels que tu veux vivre d'une activité qui te fait kiffer, etc. Mais en fait, tu fais des choses que t'es pas prête à faire de base et qui te challenge et qui te font archi peur parce que ben tu as conscience qu'il faut le faire. Et je pense qu'il y a aussi un problème, c'est de sous-estimer ce que ça demande réellement de réussir à développer un business. Tu vois, genre, je pense qu'avec tous les discours qu'on a dans l'infoprenariat, justement, oui, gagne 3000 euros par mois avec ma méthode en 3 mois, etc., on a tendance à banaliser, limite, et faire croire que c'est facile, alors que c'est pas compliqué dans la stratégie, dans la technique, mais c'est difficile parce que ça te demande constamment de faire des trucs que t'as pas envie de faire, qui te font peur, qui te challenge, que tu sais pas faire, tu te confrontes à des situations que t'as jamais vécues, tu te jettes dans l'inconnu, tu sais pas si ça va marcher. Et c'est en ça que c'est difficile et que les gens, faut que les gens faut pas que les gens sous-estiment ce que ça demande réellement en termes de challenge de réussir dans l'entrepreneuriat. Et t'as 100% raison là-dessus parce que ça, en fait, que ça soit. Alors, moi, je suis plutôt de la branche LinkedIn, beaucoup YouTube aussi, un peu moins Insta, TikTok, quoi, mais bon, c'est un peu la même veine. C'est vrai qu'en fait, on voit énormément de méthodes, d'automatisation, d'outils. Et en fait, tout le monde se donne un peu, et c'est très bien, hein, tous ces playbooks là-dessus. Alors qu'en fait, et c'est pour ça que je pense que ça frustre des gens qui utilisent toutes ces méthodes, qui les consomment, qui téléchargent tous les PDF, les formations gratuites, qui en payent des formations et qui, malgré ça, n'y arrivent peut-être pas forcément. Parce qu'en fait, 50% du boulot, c'est ça. Mais les autres 50%, en fait, c'est toutes tes soft skills et tout ce que tu fais en fait au quotidien. Et qu'en fait, c'est vrai qu'on n'écrit pas dans un playbook. C'est vrai qu'on n'écrit jamais dans un playbook. Va parler aux gens, discute avec eux. En fait, confronte-toi, montre-leur ton produit et laisse-les te dire que c'est de la merde. En fait, tu vois, des trucs comme ça. Ça, en fait, personne ne fait quoi. Mais c'est ça, et parce que forcément c'est moins applicable et c'est moins concret. Et tu vois, moi c'est vraiment un truc que j'essaye de, même sur LinkedIn et toutes les posts que je fais, tous les contenus que je fais, j'essaye de jamais tomber dans tiens un petit outil, tiens un petit hack, tiens un petit truc, parce que ça marche et c'est important, tu vois, c'est aussi ce qui fait partie de la réussite, tu vois, savoir quelle stratégie faire, là où aller, etc. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sera jamais ce hack magique, cette stratégie miracle, ce petit truc, c'est comment toi t'es en tant que personne et comment t'agis au quotidien. C'est juste ça qui fait la différence. Et c'est bien pour ça qu'il y a des milliers de stratégies différentes pour réussir à faire de l'argent sur Internet, typiquement. Mais tu peux y arriver par 1000 façons, avec 1000 hacks, 1000 stratégies, à condition que tu sois la bonne personne et que tu te comportes comme une personne qui veut réussir et qui fait ce qu'il faut pour réussir. Et t'as raison, parce que ça, on voit toutes ces formations, en fait, et surtout tous ces posts qui disent cette méthode m'a permis de faire 37 000 euros en 24 heures, des trucs comme ça et tout. Enfin, c'est vrai que, mais en fait, je comprends même pas comment en fait on continue en fait à faire ça tellement on en a vu. Je sais pas si les gens en fait se laissent encore hooker en fait par ça, mais bon, écoute, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, ça me permet aussi de faire la transition sur le sujet de l'argent. Toi, ça en fait, c'est un parti pris presque éditorial que t'as pris. Alors, du coup, là, je suis pas du tout en train de le juger ou quoi, mais en fait, moi, je trouve ça intéressant de le challenger et de comprendre, en fait, si au départ, tu l'as pas fait exprès et puis finalement, tu t'es dit, tiens, du coup, ça fonctionne, donc je vais en faire l'un de mes piliers de ma marque personnelle. Comment, en fait, toi, t'en es arrivé, du coup, à parler d'argent sur les réseaux? Comment ça fait partie de toi? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que, du coup, tu es à l'aise avec toutes les réactions plus ou moins positives, négatives que ça engendre? C'est quoi ton rapport à tout ça? Ouais, alors déjà de base, je le faisais sans stratégie derrière parce qu'en fait, j'ai utilisé mon compte Instagram dès le départ comme un peu journal intime de mon parcours entrepreneurial. Donc c'était un peu ma ligne édito, genre je vous montre tout. Bon, je me rappelle que ma première cliente en CM, elle me payait 75 € par mois, c'était clairement de l'exploitation, mais
tu vois, je l'avais affiché fièrement, genre en mode ouais, je suis fière, regardez, je fais mon tout premier contrat de ma vie. Bon, c'est 75 € par mois, mais c'est le début de quelque chose, ça commence, etc. Donc en fait, dès le départ, j'ai dit chaque contrat que j'avais, chaque truc que je faisais. Et en fait, ça dérangeait personne, c'est motivant pour les gens quand je disais, bah voilà, j'ai fait 2 000 € ce mois-ci, première fois que je me sors un vrai salaire, etc. Et en fait, ça a commencé à devenir gênant pour beaucoup de gens quand ça a été des montants plus conséquents. Mais de base, moi, j'ai toujours voulu en parler. J'ai jamais eu de tabou par rapport à ça. Et pourquoi est-ce que je le fais? Parce que après, évidemment, c'est un truc qui m'aide à vendre, mais c'est aussi, je pense, que le fait qu'il y ait un tabou sur l'argent empêche énormément les gens d'en gagner et d'être libres par rapport à l'argent. Ce que j'essaie de faire à travers tout ça, c'est de rendre l'argent comme un sujet lambda, comme un autre. Tu vois, le fait de gagner tant, de générer tant, de parler de millions d'euros, de dire que je vais en gagner autant, etc. J'ai envie de démocratiser ça et d'en faire un sujet du quotidien parce que bah, tant que tu as un tabou par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois travailler chez toi, ça veut dire que tu n'es pas forcément apte à en gagner. Alors je dis pas qu'il faut en parler pour que tu puisses en gagner, mais le fait d'avoir quelqu'un qui a pas de honte à en parler, bah, je pense que ça permet à des gens, et notamment à mes clientes, à mon audience, si je parle en termes business, mon audience, ça leur permet de se déculpabiliser et de se dire, bah, en fait, si elle parle de l'argent librement, moi aussi je peux le faire. Si elle veut gagner des millions, bah, moi aussi je peux espérer voir plus grand. Et c'est pour ça que je continue à le faire. Et je me suis demandé, mais plein de fois, si je devais arrêter d'en parler. Parce que bah, forcément, maintenant, j'en gagne beaucoup plus. Du coup, c'est des montants qui font un peu plus réagir et qui attirent aussi beaucoup plus de haine. Et j'ai fait plein de fois le truc dans ma tête de est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas. Mais en fait, même si moi je suis pas, enfin genre je suis très sensible aux critiques et ça me touche beaucoup. La seule chose à laquelle je pense, c'est mes clientes. Est-ce que mes clientes vont aller dans une meilleure direction si je leur parle d'argent, si je les libère par rapport à ça? Oui, c'est le cas et donc je continue à en parler, en tout cas jusque là quoi. Ouais, non, mais du coup, t'as raison parce que c'est vrai que. Alors, j'aime bien la phrase quand même, au fait, du fait, voilà, bien sûr, il faut pas que ce soit un tabou, le fait de démocratiser ce sujet. Après, avoue que c'est quand même un petit peu utopique et que dans tous les cas, l'argent, ça a toujours été un Oui, problème pour les gens. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu malgré toi, t'as dit une phrase qui est intéressante, c'est à partir d'un certain point, ça fait oui, plus anodin en fait, tu vois. non, 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 C'est ça en c'est fait, ça. c'est que les gens, ça les dérange pas en fait. Justement, une ou un jeune qui va dire ouais, je suis trop content, ouais, j'ai fait 500 balles, ouais, je suis trop content, je me suis mis mon premier salaire. Il y a Grave. tout le monde là qui va envoyer un maximum de cœur, quoi, etc. Complètement. Dès lors que tu vas passer au-dessus du salaire médian et en fait surtout en fait dans la tranche de salaire qui concerne enfin les 2% les plus riches, et bah bim, ça devient en fait c'est plus un sujet, Ouais. ça devient idéologique et là du coup ça apporte des problèmes quoi. Complètement. Mais en fait, encore une fois, ça fait partie des trucs que j'ai pas forcément. Alors peut-être que, enfin là, on est en 2025, peut-être que j'aurais changé d'avis. C'est un truc que je remets tellement souvent en question que il y a peut-être un jour où j'aurai un avis complètement différent et où je te dirais c'est bon, j'ai arrêté de parler d'argent pour telle ou telle raison parce que peut-être que l'ampleur de ce que ça crée de négatif sera trop grand ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je parle, je pense que le fait de parler d'argent permet de libérer la parole et de montrer la voix à d'autres femmes. Si un jour c'est plus le cas, j'arrêterai de le faire, mais en tout cas pour l'instant ça reste dans mon mal inédito quoi. Et du coup quand on passe de Messine, fille de fonctionnaire gaucho, du coup dans le bon nord-est français, à jeune fille de 25 ans qui habite à Dubaï, qui est entrepreneuse et pour qui ça marche très bien. Ouais. Est-ce qu'on garde les mêmes potes ou est-ce qu'on en change? On ne garde pas les mêmes potes, On malheureusement. ne Alors garde pas les mêmes potes, hein, on est d'accord. je garde ma meilleure pote parce que c'est ma meilleure pote. Enfin voilà, c'est beaucoup plus qu'une amie pour moi. Mais à part elle, j'ai plus aucun pote d'avant. Parce que encore une fois, ça passait que je lance mon business, ça passait que je vais suivre un chemin différent, ça passait que je commence à gagner un salaire sympa, etc. Et au bout d'un moment, bah comme pour beaucoup de gens sur la hausse, c'est plus passé. C'était des oh là là, t'as changé, t'es arnaqueuse, tu penses qu'à l'argent, t'es différente. Bah, ça a même causé, enfin c'est pas ça qui a causé ma rupture, mais genre j'étais avec un mec pendant 5 ans et c'est le fait que j'ai changé qui a fait que lui il supportait plus et que bah ça pouvait pas continuer. Donc en fait ça crée malgré nous beaucoup de distance avec les gens que tu connaissais de base quoi. Mais bon, en soi avec le recul, ben c'est plus forcément des gens que j'aurais envie d'avoir dans ma sphère aujourd'hui, donc c'est pas plus mal quoi.
Ouais, en fait, enfin, d'après ce que tu me dis, c'est que ça avait quand même l'air d'être un peu des sales cons, quand même, du coup. Ah bah En oui, vrai, en fait, on s'en fout que les gens, ils aient de l'oseille ou quoi. Moi, tu verrais, elle vient passer un Noël chez moi, ça passe de RSA à ISF, entre le sel et le poivre, quoi, tu vois. ah mais Donc, mais normalement, moi, ça doit pas être un sujet, quoi, tu vois. c'est ça. En fait, moi, genre, ça c'est pareil, c'est un truc, genre, jamais de ma vie, j'accorderai de la valeur à quelqu'un par rapport à combien il gagne. Par exemple, c'est un truc qui me paraît, mais complètement déconnecté de se dire, bah, je vais calculer cette personne parce qu'elle gagne tant, ou alors j'arrête de lui parler parce qu'elle gagne pas assez ou parce qu'elle gagne trop. Enfin, pour moi, ça définit absolument pas une personne. Tu peux être un gros con avec argent, sans argent, tu peux être une personne incroyable, ultra riche, pas riche. Enfin, ça définit absolument pas. Mais du coup, le fait que des potes à moi, en fait, se liguent un peu contre moi par rapport à ce que je fais, se foutent de ma gueule, clairement, on s'envoie mes stories en mode haha, c'est ridicule, machin. Parce que Ah ouais, on en était là, au pire. on était là. Donc on était sur des sales cons, clairement. On était sur des sales cons, mais du coup, ça me l'a révélé, tu vois, parce que c'était pas des sales cons quand j'étais. Enfin, quand je leur renvoyais rien et que j'étais dans la même sphère qu'eux et qu'on faisait la fête et qu'on sortait. Mais quand j'ai changé parce que j'avais des objectifs et que je voulais atteindre des trucs dans ma vie, etc., bon, bah là, c'était beaucoup moins friendly, quoi. Ouais, enfin, on est d'accord. Toi, comment ça s'appelle ton business? C'est pas Boost ton biz? Qui t'es boost ton bise. On est d'accord que la brand, ça, enfin, c'est pas à revoir, mais bon, c'est quand même compliqué, hein, non? Bah alors figure-toi que jusque là, en fait, je me dis, je garde cette brain là jusqu'à ce que je sois dans une démarche genre de vraiment. En fait, j'ai envie d'essayer de petit à petit institutionnaliser un petit peu tout ça, sortir du truc infopreneur et vraiment être un peu plus dans la sphère pas école parce que ce sera toujours différent d'une école, mais plus enfin, je sais pas comment dire ça, plus institutionnel en fait. Et donc à ce moment-là, il faut que je fasse un switch, c'est sûr. Pour l'instant, ça me Parce que va. Boost ton biz, il y a tous les Oui. buzzwords, hein, du coup. Non mais vraiment, vraiment, impossible. Impossible. Donc, je pense que d'ici quelques années, ça aura évolué en termes de nom. Pour l'instant, c'est celui avec lequel je me suis lancée. Donc, bon, symboliquement, je le garde. Mais effectivement, dans ma démarche de vouloir rendre le truc un peu plus, j'ai pas trop d'autres termes qui me viennent, mais. Non, mais en fait, alors, je vais essayer de. Je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. En Vas-y. but, c'est parfait parce que c'était un peu la question que je vais te Ok. poser. C'est que ça, que toi, aujourd'hui, du coup, tu as un business qui marche très bien. Oui. En fait, qui a peut-être deux défauts en fait en termes d'assets, parce qu'en fait aujourd'hui, Ah oui. j'allais dire le seul asset ce qui est déjà bien, c'est que du coup ça marche très bien, donc c'est très rémunérateur, ça te permet du coup de générer du cash que tu vas pouvoir, enfin tu peux kiffer et tu peux réinvestir derrière. Mais par contre, tu crées pas vraiment un asset pour deux raisons, parce que bah déjà en fait c'est un business qui repose à 99% sur tes épaules. Bon, peut-être pas 99% parce que je pense que maintenant, voilà, il y a aussi des coachs, il y a toute une équipe, un process, il y a tout un asset de cours, etc. Dans le Mais quand même, il repose quand même énormément sur ta marque personnelle et sur ta personne. bien sûr. Et il peut souffrir aussi d'une image qui est en fait pas une image Complètement. entrepreneuriale, mais qui est une image infopreneuriale. Et c'est vrai que tu coches quand même pas mal de cases, hein. Oui. Tu es la créatrice de contenu qui vit à Dubaï, qui appelle son biz Boost ton biz. Enfin, tu vois, Vraiment. enfin, donc en fait, ma question c'était du coup comment toi tu vois un petit peu l'avenir. Ouais. Est-ce que ça du coup pour toi c'est une machine à cash qui te fait kiffer, qui t'apprend toutes les ficelles de l'entrepreneuriat et après sûrement que tu voudras faire autre chose ou est-ce que tu vois un petit peu plus loin et tu veux faire évoluer en fait en gros cet asset que tu es en train de créer? Ouais. Alors du coup, c'est des questions que je me pose énormément. C'est vrai que bah, malgré moi, forcément, je suis catégorisée comme une infopreneuse et c'est pas, enfin, C'est pas grave, pas- hein, mais ah non non, c'est pas grave. Mais moi, je suis hyper fière. Hein, vraiment, c'est l'infopreneuriat, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait, enfin, je suis, mais j'ai absolument aucune honte à le dire et enfin même j'en suis ultra fière. Cependant, c'est évident que j'ai envie de m'en sortir petit à petit et je sais, enfin, je sais exactement comment faire dans le sens où là. Je suis en train de lancer donc une marque de boisson qui va sortir en septembre et qui est aussi donc une boisson énergisante pour les femmes. Toujours. En fait, en gros, moi j'ai un truc, ma mission, mais qui est profonde et ça on peut dire. Enfin, il y en a plein qui disent oui l'impact on s'en fout, machin c'est du bullshit. Et moi je sais que genre profondément, je veux voir les femmes évoluer et reprendre le pouvoir. Et j'ai toujours voulu ça et j'ai toujours eu une âme archi féministe, etc., etc. Et donc je sais que tous les business que je vais lancer serviront cette mission là. Et donc là, j'ai donc cette boisson qui sortira en septembre, qui est quasiment finie. J'ai un logiciel sur lequel, que je suis en train de développer aussi, toujours pour les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer, enfin, qui veulent se ça développer. va être quoi comme ça c'est du coup?
Alors, je dis pas trop pour l'instant parce que c'est vraiment le début du début du début, mais en gros, c'est quelque chose qui va faciliter la conversion et qui va faciliter la présentation de ton offre et la façon dont tu la présentes sur les réseaux sociaux, en gros. J'en dis pas plus parce que bon, j'ai pas trop envie de spoiler. En vrai, je dis. Non, non, t'inquiète. Et pareil, la boisson, du coup, tu dis pas la marque encore là? La marque, c'est Kera. Je l'ai sorti, enfin, j'ai annoncé il y a une semaine sur les réseaux, donc je peux le dire ça. Ok, Et, bon, j'ai pas bien bossé du coup. Ça s'appelle quoi? donc, Kera, ça tu dis comment ça s'écrit? Kera, ouais, Kera. Ah, on aime bien. Et donc, du coup, tu dis c'est une boisson énergisante. C'est-à-dire, c'est plutôt quoi? C'est plutôt type Red Bull ou c'est plutôt énergisant caféiné? C'est quoi? Non, bah justement, c'est clean energy. Donc, en gros, c'est de l'énergie, mais c'est du guarana, en gros, c'est des plantes. Et donc, c'est un peu, en gros, un peu comme une infusion fruits rouges en termes de goût. Et c'est de l'énergie genre naturelle. Et donc, je vais faire toute une DA. En gros, ça va être la boisson des femmes ambitieuses qui veulent se développer. trop bien. Comme un Bon, Red Bull l'est pour les sports extrêmes et la performance, bah, ce serait pareil pour les vas-y, on va en parler après parce que du coup, ça m'intéresse vachement ça, le fait du coup de monter une marque, comment on fait, combien ça Ouais. coûte, etc. Bon, vas-y, on garde le sujet pour après. Mais juste là où je te coupe Ouais. 2 secondes, c'est que ce qui est intéressant pour parler que les gens essaient un peu de s'identifier du coup dans ton Oui. parcours, c'est qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, je sais pas si tu connais le concept de la Disney Map. Pas du tout. Alors, si les gens, puis tu pourras le taper aussi, en fait, en gros, faut taper Disney Map Walt Disney, en gros. En fait, c'est une carte que Walt Disney himself a dessinée. Et en fait, sur cette carte, tu vois, au centre, il y a les parcs Disneyland, donc Disneyland Paris, enfin, à l'époque, je pense qu'il y avait que les parcs aux États-Unis, pardon. Il y a évidemment les films, il y a les dessins animés, il y a le merchandising, bref. En gros, c'est toutes ces verticales, tous ces business. Et en fait, entre chaque verticale, donc il y a plein de flèches qui vont de partout, et en fait, qui dit comment chaque verticale sert l'autre. Tu vois, exemple, je vends du merchandising, flèche vers Disneyland Paris, je fais des shops où je vends mon merchandising là-dedans. De Disneyland Paris vers les films, quand il va y avoir une sortie de film, je fais de la pub dans mes parcs Disneyland. Tu vois, alors après, là, il l'avait pas noté, mais tu vois, par exemple, tous ceux qui ont tenu les DVD, les cassettes et tout, quand il y avait Disneyland Paris qui a ouvert, je crois que c'est fin des années 80, début des années 90, et ben il y avait de la pub au début des cassettes qui sont des films qui sont sortis à cette époque. Et en fait, c'est comment en fait à chaque fois tous ces business s'entremêlent et en fait comment d'une marque et d'une mission, on va faire plein de verticales, etc. Et en fait, du coup, c'est ce que tu as fait toi avec ta première verticale, c'était le média. Donc c'était toi, t'es plutôt d'Insta, toi, c'est ça? Ouais, De Insta. base. Et là, du coup, tu as fait Boost ton Biz. Oui. Et du coup, après, tu vas sûrement même dans Boost ton Biz, il y a peut-être sûrement plusieurs micro-verticales. Là, après, il va y avoir la boisson, il va y avoir du coup le SaaS. Mais tu vois, à la fin, dans la marque GoMap, et ben en fait, à chaque fois, du coup, ça sert toujours une seule et même mission. Et tous les business, en fait, parce que les premiers acheteurs de la boisson, ça va être ceux qui font partie de ta communauté et de manière dans l'entonnoir et même ceux du coup qui te regardent sur Instagram, ceux qui ont acheté tel produit, ceux qui ont ci, ceux qui ont ça. Bah, c'est ça. En fait, c'est exactement comme ça que je construis le truc parce que, bah, comme tu le dis, c'est moi de base, j'ai ma mission qui est vraiment qui est là et qui a toujours été là. Et en fait, aucun business ne fait sens pour moi s'il sert pas cette mission. Mais par contre, tu vois, typiquement, bah, je sais que mes clientes, elles vont acheter ma boisson, elles vont acheter mon logiciel, et que plus j'aurai de clientes dans Boost on Biz, plus j'aurai de clients dans ma boisson, plus j'aurai de clients dans mon logiciel. Et tu vois, pareil, Boost on Biz, qui s'appellera un jour plus Boost on Biz, voilà. Et ben, en fait, j'aimerais bien que ce soit aussi déconnecté un petit peu de moi à terme, et que ce soit une vraie. Enfin, moi, mon rêve serait que, par exemple, bon, après, ça crée des sujets un peu politiques et tout, mais que Parcoursup y ait ma prépa pour devenir entrepreneuse. Tu vois, c'est vraiment l'objectif à terme. Donc voilà. Voilà où je me. J'ai bien compris que tu as utilisé le mot école et que en fait c'est plutôt vers là que tu veux aller. Mais en effet, du coup, ça demande en fait un énorme travail qui doit pas être brutal parce que du coup, sinon tu perdrais toute l'essence même. Mais c'est vrai que il faut bien que tu aies ton truc en tête sur au moins tu vois les 3 prochaines années et te dire en fait comment en fait au fur et à mesure. Déjà, tu vois comment le produit va se décorréler de toi et comment même en fait la future brand que tu vas créer, et ben en fait, faut pas qu'il y ait ta tronche dessus quoi. Tu vois, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent ça et qui sont venus parce que c'est une bonne école, une bonne formation, pas parce qu'ils kiffent Margot Cunego quoi.
Genre, tu veux une école de commerce, personne n'y va parce que on kiffe le fondateur. Bah, moi, j'ai envie que ce soit pareil, en gros. Mais ça va prendre du temps. Et comme tu dis, il y a aussi le sujet de, bah, aujourd'hui, je suis vue comme une infopreneuse. Et encore une fois, enfin, c'est le cas. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais il va falloir aussi, petit à petit, se sortir de l'image là, être un peu plus, aimé du grand public, dans le sens où aujourd'hui, le grand public, tu lui montres une infopreneuse de Dubaï, bah, forcément, c'est directement arnaque, C'est un scam. peu clivant. C'est ça, c'est clivant de ouf. Et si je veux atteindre mes objectifs, il faut faut plus que je sois clivante comme ça. Et donc, ça va venir petit à petit. En vrai, je vais pas faire des virages brutaux comme ça. Brutal? Je sais pas. Non, Bruto, je crois qu'on est bon. Ah ouais. Bruto Ok. AUX. Bizarre, mais ouais, très bien. Ça va venir petit à petit, mais en tout cas, c'est la vision que j'ai à long terme, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un petit peu. Tu vois, c'est un peu ce virage-là que prend, bah, maintenant, ça fait au moins 2-3 ans, que prend par exemple un Yomi Denzel. Ouais. Qui, par exemple, pour un mec comme moi, il y a encore, je sais pas, il y a 3 ans, Yomi Denzel, c'est le mec qui faisait gagner une Mercedes sur Instagram, quoi. Tu vois, pour moi, c'était que ça. Et en fait, petit à petit, et surtout qu'il y a 3 ans, comme c'est même pas, on va même pas parler de frontière ou de fossé, c'est le trou béant qu'il y avait entre la Startup Nation et le monde de l'infoprenariat. Enfin, limite, c'était deux mondes qui voulaient même pas se parler, quoi. Comme dans les années 90, les mecs qui aimaient la tech et les mecs qui écoutaient du rap, quoi, tu vois. Complètement. Alors que en fait, finalement, alors moi je comprends en fait le point de vue startup parce que bah déjà quand j'étais à Paris, j'en ai rencontré pas mal et c'est grave intéressant d'échanger. Mais c'est vrai que il y a genre comme si un peu on se jugeait pour des trucs qu'on n'a pas en commun. Enfin, startup c'est plus genre par exemple typiquement. Nous, enfin, je me mets pas dedans parce que moi, j'ai toujours, enfin, ça m'a toujours grave intéressé de parler avec tout le monde, mais les infopreneurs qui vont plus se dire, bah, ouais, les startups, ils font trop les beaux, ils sont au-dessus, alors qu'en fait, leurs boîtes, elles sont pas rentables et ils ont même pas de cash à dépenser. Les startups qui vont se dire, bah, peut-être que nous, on n'a pas de cash, mais nous, on voit à long terme, on fait des vrais business, pas juste vendre des formations. Et du coup, il y avait grave, enfin, peut-être de moins en moins, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai entendu grave les deux sons de cloche et je comprends, tu vois, parce que c'est quand même des mondes qui sont différents. Mais finalement, je pense qu'on a on a tous le même objectif, c'est de créer un truc et de construire quelque chose qui nous fait kiffer, juste par des moyens différents et aussi par des opportunités différentes. Enfin, l'infoprenariat, c'est arrivé à un timing. Moi, typiquement, j'ai voulu me lancer au moment où l'infoprenariat se lançait, donc naturellement, je suis allée vers ça. Je pense qu'il y a plein de raisons qui font que, mais on a plus à s'apprendre, je dirais, presque que à se taper dessus, quoi. Non, mais clairement, mais en fait, c'est juste que en fait, c'est deux états d'esprit, Oui. en fait, totalement différents. Tu vois, je prends l'exemple, alors toi, du coup, t'étais pas né, donc ça, c'est pas forcément, tu vois pas trop de quoi je parle. Et tu vois, en fait, avant, les mecs qui écoutaient, enfin, vraiment plutôt de la techno, en boîte, et versus ceux qui écoutaient que du rap. Les gens, c'était deux mondes qui voulaient même pas se parler. Limite, ils se disaient, putain, c'est le mec qui me touche et je vais attraper le sida, quoi. Tu vois, En vrai. ils voulaient pas du tout se parler. Et en fait, après, dans les années 2000, tu vois, avec des gens comme DJ Mehdi, Daft Punk ou quoi, c'est deux mondes qui ont commencé à se rapprocher et qui ont dit, bah, en fait, on est pareil. En fait, on est des artistes, sauf qu'on fait deux styles différents. En fait, c'est pareil, là, se dire, bah, en fait, on est tous des entrepreneurs et on fait juste deux choses différentes. Ça, c'est la version bisounours. Parce que mine de rien, quand même, ça reste deux mondes qui sont encore quand même très séparés et très différents en termes d'état d'esprit, quoi. Ouais, complètement. Mais je pense que du coup, moi en fait j'aime bien toujours me placer au milieu, genre tu vois, je suis un peu caméléon dans le sens où, ben en fait je suis avec des gens plus de la start-up, je vais vouloir savoir comment ils fonctionnent, et puis je suis avec eux et puis je vais vouloir savoir comment ils fonctionnent, et j'ai toujours un peu, j'ai jamais eu d'avis trop tranché, de prise de position ultra affirmée. Je suis plutôt en mode ben ouais je comprends je comprends un tel, comment est-ce qu'on peut un peu mixer pour y trouver son compte. Et donc du coup, enfin moi j'ai toujours observé les deux et bon, je trouve les deux intéressants quoi. C'est ça que moi aussi, par certains moments, alors même si du coup, toi du coup, t'es quand même plutôt quand même plus loin vers les infopreneurs en fait du côté de la barrière. Moi, je suis quand même plutôt de l'autre côté. Mais pareil, ça m'arrive de mettre un pied de l'autre côté. Donc je vois en fait vraiment, je vois de quoi tu parles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fou en fait à quel point il y en a. Ils ont même jamais été jeter un œil de l'autre côté de la barrière voir ce qui se passait, quoi. Ouais, et je trouve ça tellement dommage de rester enfermé dans une façon de penser, une façon de voir les choses. Enfin, ça veut pas dire que tu dois changer d'avis à chaque fois, mais juste voir un petit peu avec un peu d'ouverture comment les gens pensent en face. Je pense que ça peut que t'enrichir en vrai. Vas-y. Et alors du coup, j'avais promis, avant que j'oublie, j'avais vraiment envie de revenir sur le sujet de la boisson. Tu sais que ça, moi, ce genre de truc, c'est vraiment un truc en fait qui me ferait ultra kiffer.
Mais moi, dès que j'ai essayé de me lancer dans un business de produits, Ouais. mais je pense parce qu'en fait, à chaque fois, je l'ai fait en mode side, au lieu d'y mettre beaucoup d'argent et beaucoup de focus. Et ça, du coup, c'est peut-être le premier et seul conseil que je peux te donner là-dedans, parce que du coup, en fait, j'ai jamais réussi à faire un business de produits qui fonctionnait. Par une fois, une marque de montre, on a vendu 50 000 balles, donc en fait, c'est pas l'exit de l'année, quoi. Donc, c'est toujours ça. Au moins, ça avait une valeur, quoi, tu vois. Ah, bah. Mais je trouve qu'en fait, c'est un monde très compliqué. Alors, vas-y. Évidemment, tu vas pas donner le playbook complet parce que tu es en train de commencer, mais comment t'en as eu l'idée? Comment t'en es arrivé en fait à vouloir faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a proposé? Ou est-ce que c'est un kiff que tu voulais? Ou est-ce que t'as vu les youtubeurs américains lancer leur boisson, tu t'es dit putain c'est un bon bail, je vais faire pareil? C'est quoi l'histoire? Alors du coup l'histoire, et tu viens de le préciser, c'est que j'en suis au tout début, donc j'ai vraiment pas de tips, je peux pas dire comment ça va marcher, donc c'est vraiment juste Plutôt décrire ce que t'as fait, voilà, comment où j'en suis on aujourd'hui. verra si ça fonctionne. C'est ça. Donc en gros, c'est une de mes clientes que j'ai accompagnée pendant 1 an parce qu'elle a un business plus avancé et je fais des fois des accompagnements one-one pour des meufs qui veulent scaler. Et elle, en fait, elle avait une marque qui vendait des produits pour les meufs qui ont de l'endométriose. Donc c'est une maladie dont on parle pas trop, etc. Et elle avait un média autour de ça et donc elle vendait des produits dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'à force de nos discussions, bah, on se disait, putain, en fait c'est dommage parce que toi t'es hyper experte dans la création de produits purs et durs dans les labos, savoir quelle plante il faut mixer avec quelle plante pour créer quelque chose, mais t'es focalisé sur l'endométriose qui est, tu peux pas toucher et étendre ton impact si t'es sur un domaine aussi spécifique et aussi niché. Et en fait un jour elle m'a dit écoute j'ai un truc à te proposer. Et genre elle arrive, elle me déballe, bah voilà, il faut faire enfin moi j'ai envie de faire une boisson comme ça. Toi je sais que t'as l'aspect marketing, communauté, que t'as l'œil pour le storytelling, etc. Moi je sais exactement quel produit mixer pour que la boisson elle soit excellente en termes de santé et que ça crée des vrais effets positifs, naturels chez les femmes. Est-ce qu'on lancerait pas une boisson toutes les deux, tu vois? Et en gros l'idée elle est venue comme ça. Et en fait, enfin, ça m'a paru évident parce que j'ai fait mon étude de marché, même j'ai été voir à Dubaï dans tous les supermarchés, partout. Genre, ça n'existe pas en fait. Un Red Bull pour les femmes, dans la DA, dans le storytelling, etc., ça n'existe pas. Vraiment, et on a poncé mais toutes les boissons qui existaient. Et vraiment, ou en tout cas une boisson connue que les gens boivent, ça n'existe pas. Et j'ai demandé à mes clientes, par exemple, si vous avez envie de reprendre de l'énergie dans votre journée, vous faites quoi? Je bois un café. Je bois enfin elles boivent même pas de Red Bull, je bois un café, je bois une energy drink genre Monster machin, ou alors je bois un matcha. Comme les trucs là, moi il y a une marque là qui m'a envoyé plein de produits là, je les regarde, ils sont juste à côté de moi. Tu connais la marque Holy, H-O-L-Y? Oui, oui, oui. Et bah Oli, oui, Oli, c'est plus du thé, des infusions, genre de l'eau un petit peu, enfin plus du thé. Ouais, c'est un peu chimique, hein. J'ai goûté, mais c'est pas mal, hein. J'adore leur DA ou quoi, mais je crois qu'il y a de la caféine. Alors, je veux pas dire de conneries, donc je vais attendre, mais c'est un peu quand même dans cette même veine-là, en fait, en termes de branding et tout ce que tu vas faire, quoi. C'est ça. Et en fait, tu vois, j'ai lancé. Du coup, j'ai fait le reveal parce que pendant 6 mois, on a bossé avec les labos, etc., sans le dire à personne. Moi, je le disais même pas à mes potes et tout parce que j'aime pas, comme pour les logiciels, j'aime pas me lancer, enfin, dire un truc si je suis pas dans le process vraiment pour le sortir. Et donc, bref, j'ai attendu avant de le dire. Et là, j'ai fait le reveal sur mon compte Insta. Et genre, de ma communauté, il y a 4500 personnes qui sont arrivées directement sur le compte de la marque en mode c'est le truc que je veux absolument, dès que ça sort, j'en veux une. Et je pense que on peut facilement créer une identification en mode tu bois cette boisson-là, bah tu vas changer ta vie, tu vas réussir tes objectifs, tu vas oser y aller, tu vas oser suivre ton intuition. Et du coup, bah je pense qu'il y a un marché de fou et que ça va le faire, quoi. Mais attends, il faut aller sur quel compte Instagram pour le voir? C'est Kera. Toi, c'est Boost ton Biz, le principal compte? Non, c'est Margot Cunego, mais alors je shadowban un petit peu sur Insta, parce que tu me trouveras pas. Mais Kera. Moi, j'ai Margot Cunego Coaching. Ah bah si, c'est ça. Ah bah nickel. Mais va sur Kera Drink, parce que c'est pas là-bas que j'en parle. Alors vas-y, comment ça s'écrit? Kera Drinks. Ah, Kera Drinks. Ah ouais, du coup, on commence à mettre direct. Ouais, c'est ça. On commence à mettre des petits contenus depuis un moment quand même. Mais tu vois, on a révélé il y a 10 jours que c'était une boisson. Avant, on mettait juste des contenus autour de l'intuition, énergie féminine, machin. Et voilà. Donc voilà. Après, enfin, encore une fois, c'est un saut. Donc, tu vois, j'ai investi quasiment 200K là. Donc c'est vraiment mis sur la table en mode let's go. Genre, je mets tout dans le marketing. 200 000 balles dans le truc? Ben ouais. Ah oui, donc c'est pas un petit site. Du coup, c'est un gros projet.
Je pense que en fait, je pense il y a vraiment moyen de faire un vrai truc, tu vois, parce qu'il y a personne qui est dessus et il y a un besoin. Les meufs, elles ont besoin d'avoir leur boisson qui leur fait se sentir ultra puissantes et qui ont envie d'atteindre leurs objectifs et de passer à l'action et de se dépasser. Avec une DA plus féminine que Red Bull. Donc je pense que c'est un gros truc à faire. Moi, j'y crois de fou. Donc bon, let's go, quoi. Qu'est-ce qui coûte 200 000 € pour ça? En fait, c'est quoi? C'est créer en fait la boisson et après, c'est quoi? Acheter les premiers stocks? C'est ça, c'est en fait on fait une première production de 60 000 boissons. Donc en fait, on y va directement en mode on en crée à fond. Donc ça coûte une grosse partie. Et puis après, les ads, le marketing, le lancement, les influenceuses. On veut directement en fait faire un premier lancement en septembre et faire limite un sold out. Donc Et tu veux le faire quoi à Paris? Ouais. Ok. Oui. Et donc du coup, ce sera en septembre. Ouais. Et du coup, pareil, c'est comment ça se passe du coup avec ton associé en fait. Est-ce que elle, pareil, j'ai l'impression qu'elle a aussi un business à côté. Oui. Toi, tu as aussi un business à côté. Oui. Comment vous allez faire en fait pour que parce que tu sais très bien qu'un business ça se gère pas avec une heure par-ci, une heure par-là, quoi. En fait, on est toutes les deux déjà à un stade de business où on n'a plus besoin de consacrer tout notre temps à notre business principal. Mais je sais que Boost on Mise, où elle, pareil, son activité, il y a une équipe, ça tourne pas sans nous, mais on n'a plus obligé d'y mettre énormément de temps. Genre moi, par exemple, aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, c'est la création de contenu, c'est pas mon programme d'accompagnement. Et donc, en fait, on va séparer notre temps de création de contenu et pour la marque et pour notre activité de base. Et en fait, on est toutes les deux des énormes charbonneuses et en fait, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous là d'y passer, de travailler 7 jours sur 7, H24, si c'est pour un projet comme ça. Donc, je pense que ça joue aussi, quoi. Ok, moi il y a toujours un dernier sujet que j'adore, sur lequel j'adore échanger avec les invités, c'est un petit peu sur l'organisation, sur leur productivité. Ouais. Toi du coup, t'es quel type de personne? Est-ce que t'es ultra organisé? Est-ce que la productivité c'est hyper important? Un truc que t'essaies d'optimiser à mort? T'es comment là-dessus? Alors pas vraiment. Je suis pas du tout en mode faire des recherches pour optimiser le moindre montant. C'est pas du tout un truc. Je suis un peu bordel quand même dans mon organisation. La seule chose qui est organisée chez moi, c'est que je sais ce que j'ai à faire chaque semaine. En fait, c'est le seul truc en fait, ma seule règle, c'est j'ai tant de trucs à faire cette semaine. Dimanche soir, j'ai fini ce que j'avais à faire. Que ce soit un jour où je suis en PLS parce que je suis hyper stressée et j'ai envie de rien faire, et ben du coup, je sais que le lendemain, je vais travailler 2 fois plus, puis des fois je vais finir à 3h du mat, et puis des fois je vais commencer à 6h du mat et je vais finir à 15h. Mais mes semaines, c'est un peu chaotique en termes de rythme de travail, mais il y a une seule règle, c'est que je finis ma to-do list avant la fin de la semaine, quoi. Donc en fait, j'ai même pas forcément de to-do à la journée. Enfin, si je me dis, ok, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, mercredi je vais faire ça, mais très souvent, je me réveille le lundi, j'ai pas du tout envie de faire ce que j'avais dit que je ferais aujourd'hui. Donc je prends le bloc du jeudi, je le mets le lundi, puis voilà, je fais un petit peu bouger. Ouais, t'es assez freestyle, quoi, du coup. Ouais, grave. Mais par contre, le seul freestyle que je n'ai... Enfin, le seul truc qui est carré, c'est chaque dimanche, je sais tout ce que je vais faire la semaine. Ça, par contre, c'est carré, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, du coup, je suis à l'opposé de ça. Mais du coup, en fait, ça montre bien, en fait, un truc que j'essaie toujours de dire, en fait, aux gens. C'est qu'en fait, moi, j'essaie pas de vous donner la méthode. Je vous donne ma méthode qui fonctionne pour moi. Mais en fait, chaque méthode qui marche, c'est celle que tu te fais pour toi parce que chaque personne est différente. Mais en fait, la seule règle qu'il faut se dire, c'est en fait, il faut juste en fait avoir des objectifs. Et par contre, si tu mets pas les bonnes actions et la bonne méthode en face et qu'à la fin, tu n'as pas atteint tes objectifs, en fait, c'est juste là où toi, tu peux juger par toi-même de dire j'ai la bonne méthode ou j'ai pas la bonne méthode, en fait, quoi, tu vois. Complètement. Mais c'est aussi un truc que je me tue à dire à mes clients, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui va marcher pour toi. Ce que je fais moi, ça marchera pas pour toi. Mon organisation ne marchera pas pour toi. Mes stratégies, mon marketing ne marchera pas pour toi. Et je pense que c'est aussi ça, le jeu pour réussir, c'est de tester tellement de trucs qu'à la fin, tu te dis, ça marche pas, quoi. Toujours, on en revient à cette histoire de graines, en fait, où il faut en mettre un maximum. Et plus tu mets de graines, plus tu as de chances que ça prenne. Moi, la métaphore que j'utilise toujours, c'est plutôt celle des cannes à pêche. C'est pour ça que celle des graines, elle est un peu plus romantique. Moi, je dis toujours, en fait, moi, quand je me fous dans une barque, moi, je suis pas le genre de mec avec une canne à pêche et qui attend que ça morde. C'est j'en lance plein, puis je regarde ce qui mord, et puis dès que ça mord, j'enlève une, quoi, tu vois. Complètement. Et t'optimises ensuite par rapport à là où ça prend, clairement. Et en fait, je pense que faut vraiment retenir que, ce sera rien de copier-coller la méthode de quelqu'un et faut juste avoir les principes, les fondamentaux qui font que ça marche,
Toi, tu peux pas réussir si t'as pas de discipline, si tu passes pas à l'action, si tu travailles pas. Par contre, comment tu le fais, c'est propre à toi et il faut tester un max de choses pour savoir, je pense. Clairement. Et du coup, je pense, Margot, on sera sur le mot de la fin parce que ça va faire 1 heure qu'on échange. Ça passe vite, en effet. En effet, c'était très cool. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, éventuellement des sujets que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé? On a fait un beau tour quand même, hein. Non, franchement, je sais pas si tu vois autre chose, mais je pense qu'on a fait on a bien ratissé. Non, je pense qu'on est bon. Toi, Margot, où est-ce qu'on te suit? Est-ce que tu peux donner un peu voilà, tous les réseaux, sites, etc., pour que les gens puissent trouver peut-être les informations qu'ils vont chercher après cet épisode? Donc, c'est Margot Cunego, C-U-N-E-G-O. Bon. C'est ça. Margot sans le T à la fin, M-A-R-G-O. Ouais. M-A-R-G-O, C-U-N-E-G-O. Donc, c'est Margot Cunego sur LinkedIn et sur YouTube. Et sur Insta, c'est margot-cunego.coaching. Faut que je change mon nom d'ailleurs. Mais je crois que j'ai vu, t'as plusieurs pages toi sur Insta, parce que t'as même un truc Margot Cunego off, un truc comme ça, non? Short et tout. Je suis en train, justement, c'est une de mes stratégies d'essayer d'avoir plein de comptes et de poster plein de trucs. Mais c'est en cours, donc j'ai pas un retour là-dessus encore. Mais en tout cas, ma page principale, c'est celle-là. Ok, ça marche. Et donc du coup, et la marque de boisson qui s'appelle, voilà, qu'on ira évidemment suivre. En tout cas, merci beaucoup pour ta dispo. Mollo sur la clim quand même, hein, l'environnement, tout ça à Dubaï, même s'il fait 40 000 degrés. J'ai fait la petite mention légale de fin. Évidemment, merci à toutes et tous d'avoir écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Je pense qu'on en est à l'épisode genre 140 ou un truc comme ça, donc ça fait plaisir. Ah ouais, ça charbonne grave, hein, ça fait 1 an et demi, mais on y va. Et pourtant, j'ai toujours pas éclaté sur YouTube. Hein. Je crois qu'on est à même pas 10 000 abonnés encore, mais bon, écoute, on s'accroche, on continue. C'est évidemment, si vous écoutez sur YouTube, un petit like, un petit commentaire et surtout, on s'abonne. Si vous êtes en audio, le 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, ça fait plaisir pour le référencement. Et sur ce, merci beaucoup Margot. Merci à toutes et tous, je vous embrasse et à bientôt dans la Chapelle Radio. Ciao, ciao. Merci.